Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité. Je suis avec Yann. Salut Yann, Et salut Raph, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça peut mieux aller, un peu malade, mais ça va. Si je tousse un peu, tu m'en veux pas trop. Non, ça va aller. On va s'en sortir. Et aujourd'hui, justement, avec toi, on va parler de tout ce qui est réhabilitation, vu que c'est quelque chose où tu as été beaucoup en contact avec ces derniers temps, de ce que tu m'avais dit. Complètement, ouais. Et justement, avant de parler un petit peu de ce sujet-là beaucoup plus en détail, que ce soit pour les sportifs, pour les personnes sédentaires, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc bah, je m'appelle Yann, Ouais. le plus connu, le mec, il fait genre il est connu. Sur Instagram, Santé Évolution, donc sans majuscule, sans Santé Évolution, tout attaché. Ouais, je vais être Donc je en suis description de toute façon. conseiller ouais, ah bah, impeccable. Je suis conseiller en nutrition, donc j'accompagne les personnes pour de la perte de poids, un peu de Ouais. ce que j'appelle du coaching physiologique, constipation, tout ça. Et je suis également Ok. coach sportif. Et comme tu l'as dit, je fais aussi beaucoup de réhabilitation sur certains de mes clients. Voilà. Ok. Et du coup, tout ce qui est réhabilitation, tu fais ça depuis quand, globalement? Ça va faire maintenant presque un an et demi. Ça passe vite. Ah ouais, déjà. Ah, c'est vrai que... Mais c'est assez récent, mais j'ai charbonné comme un ouf Ouais, c'est ce pendant. que tu m'avais dit, ouais. Ouais, 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 ouais. Et Complètement. justement, alors déjà, il y a un terme de première chose à clarifier, parce que même pour moi, des fois, j'ai un doute. Mais est-ce que réhabilitation et réathlétisation, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences? Alors c'est une bonne question. Je t'avoue que, bah, moi, j'ai pas dans l'étymologie, on va dire, j'ai pas cherché à mais plus c'est plutôt un terme, anglophone, en fait, rehab, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais en français, tu vois, on dit, réathlétisation dans le sens où il y a un côté athlétique dedans, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Ouais, non, mais c'est Ouais, je parce pense que c'est que... plutôt dans le terme, tu vois? Ouais, je vois. Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, je sais que je vais surtout le dire de manière intuitive, le terme réathlétisation. Du coup, c'est pour Ouais. éviter de perdre l'audience à utiliser un autre terme d'un coup. Ils se disent, oulala, c'est pas la même chose, tu vois. C'est clair. On va essayer de se tenir à réathlétisation. Voilà, exactement. Pas de Et souci. du coup, est-ce que tu peux, déjà, première question, nous expliquer qu'est-ce que c'est que la réathlétisation et en quoi ça consiste concrètement? Bien sûr. Alors, la réathlétisation consiste tout simplement à accompagner la personne. Alors, déjà, j'aimerais clarifier une chose, ce n'est Ouais, pas kiné, OK? Ça a rien à voir avec kiné, chacun son métier, c'est hyper important à comprendre. Le kiné, lui, il va plutôt bosser alors il peut bosser sur l'aspect musculaire, tout ça aussi, mais il va, beaucoup plus bosser sur l'aspect nerveux, en fait. ok. Là où, bah, un coach sportif ne doit pas manipuler des nerfs parce que si on fait une connerie, la personne peut se retrouver paralysée et c'est vraiment Ouais, pas des bêtises. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, chacun son métier. Très important par rapport à ça. En fait, l'objectif du réathlétiseur, en fait, c'est de uhum, préparer la personne qui a été blessée, d'une quelconque blessure à reprendre petit à petit l'activité. Voilà, très important. ok. Là où un kiné va plutôt travailler sur le fond de la blessure et et voilà et t'aider à retrouver un peu en fonction et à diminuer ta douleur. Alors que le réathlétiseur, lui, généralement, c'est plutôt d dans un cadre sportif, même si le réathlétiseur peut aussi accompagner des personnes lambda, on le verra par la Ouais, suite, hein. Mais son objectif à lui, c'est surtout bah, de travailler tout ce qui est mobilité, tout ça pour induire des adaptations sur, bah, ton gain d'amplitude, la force que tu es capable d'exprimer dans certaines amplitudes et si on accompagne un sportif, on le verra par la suite, le but c'est là tout l'intérêt d'être préparateur parce qu'un réathlétiseur, j'insiste là-dessus, il est préparateur physique. ah, C'est ok. les réathlétiseurs sont des préparateurs physiques. Dans le sens où aussi donc là, j'ai parlé un peu du côté architectural, on va dire, le côté blessure, mobilité, fonction, tout ça. Ouais. Et il y a également les qualités physiques. Or, Hmm, lorsque l'on accompagne par exemple un sportif, l'objectif parce que quand tu es blessé, tu vas perdre en qualité athlétique, ouais. réathlétisation, et le but, c'est de ramener cette personne petit à petit à son niveau d'origine, voire le surpasser. Ok. Et justement, donc là, tu as parlé des blessures. Ouais. Où il faut réathlétiser un athlète.
Mais est-ce qu'il y a d'autres circonstances dans lesquelles, on peut réathlétiser aussi un athlète ou quand est-ce qu'on sent qu'il y a une nécessité à faire de la réathlétisation quand on est sportif, par exemple? Ouais, bien sûr. Alors en fait, alors moi j'ai une approche un peu particulière, par rapport à ça. Je suis un peu, en mode, vaut mieux prévenir que guérir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Dans ouais. le sens où, moi dans ma pratique personnelle, par exemple, dès que je ressens une douleur, ou un pincement ou quoi que ce soit, tout de suite, je mets en place, des mesures de réathlétisation, on va dire, Mmh, OK. pour, induire des adaptations très rapidement, Ouais. pour, éviter la blessure à tout prix, tu vois? Mmh. Donc, voilà un peu dans quelle, mesure hors blessure, voilà, lorsqu'il y a blessure, bah, il y a blessure, mais on peut également faire de la athlétisation dans ce but-là ou également en rôle préventif. C'est-à-dire, bah, voilà, par exemple, je fais du, jiu-jitsu brésilien. Ceux Ouais. qui connaissent un peu la discipline savent que, bah, on se torsionne dans tous les Ouais, sens. ouais, ouais. Bah, tu as intérêt à avoir une bonne mobilité tout le temps parce que si c'est pas le cas, tu peux te péter assez facilement. Donc c'est pourquoi si tu fais de la musculation à côté, tu as plutôt intérêt de travailler tes cervicales, de travailler, tes épaules de manière un peu plus spécifique. Ouais. Mmh, OK. Ouais, donc plutôt, en gros, dès que tu as des signes, comme de la douleur, des pincements et cetera, que tu mettes, on va dire, un petit protocole en place pour que directement ça s'ensuit pas à une blessure, à long terme si tu fais rien, quoi. Complètement. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Ça risque un peu de compliquer la chose, mais, c'est quand même assez important à comprendre. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a comment dire? On peut par exemple, être blessé, avoir une blessure et ne pas du tout avoir mal, au même titre qu'on Mmh. peut souffrir le martyre et pas être blessé. Ouais. C'est un peu rassurant et flippant ce que je dis là, mais c'est pourtant la vérité. Et l'avantage, bah, par exemple, pour parler du régime de contraction, l'isométrie, c'est que ça a un effet un petit peu analgésique. Donc là, c'est assez intéressant, OK. quand on est blessé ou quand on a une petite douleur, OK. Non, c'est intéressant et justement, je me doute que vu que tu fais de la réathlétisation, tu as plusieurs profils de sportifs. Et complètement. aussi, tu as plusieurs types de blessures dans lesquelles tu es confronté, on va dire. Et justement, comment est-ce qu'en fait tu adaptes, on va dire, ton programme de réathlétisation selon le profil des sportifs et selon aussi le type de blessure qu'ils ont? Bien sûr, alors, déjà, c'est comment dire? Ça peut paraître un peu flippant ce que je veux dire, mais je travaille pas forcément après, tu as toujours une question de contexte. Mais je travaille pas forcément selon une blessure très précise, hein. Ce que OK, je me permets de développer, c'est-à-dire que, par exemple, quel exemple je pourrais donner? Tu peux avoir 2 pathologies différentes qui ciblent l'épaule, ouais. mais tout ce qui importe, en fait, c'est la fonction de ton épaule au moment précis, en fait. C'est, Mmh. par exemple, quand je lève le bras au-dessus de la tête, comment est-ce que je suis capable de le lever? À quelle amplitude? Avec quelle force? Est-ce que quand Ouais, je le lève, je vais pas chercher à compenser un maximum? Pour expliquer très rapidement, là où je veux en mmh, venir, OK, ceux qui ceux qui nous écoutent, faites le test, mettez-vous debout, levez le bras le plus haut possible, au-dessus de votre tête. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre bas du dos va commencer à cambrer. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'association. C'est-à-dire que le corps met en place des associations pour faciliter le mouvement. OK? ouais, Et c'est-à-dire que, heu et c'est-à-dire que quand on est blessé et ben, on peut se retrouver justement avec un bas du dos, qu'on est blessé à l'épaule là, pour reprendre l'exemple, on va se retrouver avec un bas du dos qui compense énormément et c'est là où, en fait, peu importe la blessure, pour illustrer, l'exemple que je viens de donner, c'est sur la fonction qu'il va falloir travailler. Je vais peut-être répéter cette phrase plusieurs fois durant le podcast, mais ce que le corps comprend, c'est vraiment la force qu'on lui envoie, en fait. Le mmh, corps ne s'adapte qu'à ça. Certes, il y a des exercices plus adaptés que d'autres, en effet, ça c'est clair et net, mais de manière générale, le corps ne comprend qu'une chose, c'est le signal qu'on lui envoie. Ah, par contre, ouais, il y a des pathologies, on va dire, des blessures qui vont être un petit peu plus spécifiques. Je pense à celle qui est un peu connue, la tennis elbow, la tendinopathie ouais, 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 latérale du coude. Celle-là, bah, il va falloir travailler sur bah, ouais, les extenseurs du doigt,
parce qu'il y a, alors le muscle en question, je crois, c'est le court extenseur radial du carpe. C'est si vous voulez gagner au Scrabble, celui-là, placez-le. Bref, qui relie du coup l'extérieur du coude et la main. Donc c'est d'où l'importance en fait de travailler sur les mouvements de poignet, de Ouais, ouais, flexion ouais, ouais. des doigts aussi, quoi. Ouais, non, mais ça me parle en plus ça parce que, enfin, tu vois, moi, enfin, j'ai fait du tennis avant, mais c'était pas vraiment ça auquel je pensais. Mais c'est aussi, tu vois, par exemple, moi, la poigne au Ouais, deadlift, tu vois, des fois, quand elle prend cher, enfin, ça m'arrive plus trop maintenant parce que je sais comment agir. Mais tu vois, il y a peut-être 2 ans, quand elle prenait très très cher, des fois, en fait, j'avais à moitié mal au coude. En fait, c'est parce que, tu vois, ça compensait. Genre, en mode, ma poigne pouvait plus et le coude allait compenser dans la force qui était nécessaire. Et du coup, le coude en faisait trop, tu vois. Enfin, c'était vraiment une chaîne, en fait. Tu vois, le corps, je le vois un peu comme une chaîne. Genre, en mode, complètement. si lui, au bout, il peut pas, il y a l'autre qui prend la relève. Et des fois, bah, en fait, tu te dis, je suis blessé au coude, mais en fait, ça vient en principe des poignets qui sont peut-être pas assez forts, tu vois. Des choses comme ça. Et ben, tu vois, tu viens de donner un élément de réponse à ta propre question. Le mec est trop fort, il voit dans le futur. C'est que, tu vois, bah, c'est comme ça que je prends en tête, on va dire, des clients qui viennent me voir pour, certaines, problématiques. Par exemple, bah, ouais, j'ai mal au coude. Bah, je vais regarder, OK, comment bouge ton épaule? Comment bouge ton omoplate? Comment bouge ton poignet? Ouais. Voilà. En gros, voilà. Tu as mal au cervical? OK, comment bouge ta colonne thoracique? Chère personne qui nous écoutez, faites le test. Regardez le plus possible, derrière vous en tournant la tête, sur le côté aussi. Vous allez voir que plus vous allez chercher à regarder loin, derrière et sur les côtés, à un moment donné, votre buste va tourner aussi sur le côté. Ça, c'est de Hmm. l'association. Et dans la programmation, moi, que je mets en place, bah, Ouais. je vais être amené à dire à mes clients, bah voilà, par exemple, tourne ta tête le plus loin possible à droite, mais tu vas en même temps chercher à faire un double menton et à tourner le buste du côté opposé. Là, on va mettre Hmm. en tension les cervicales. Mais il y a l'art et la manière, comme je dis. Il y a plusieurs, pour répondre à ta question encore une fois, il y a Ouais. plusieurs, je me base sur plusieurs outils, notamment la douleur de la personne. J'aime bien Mhm. utiliser l'échelle du 3 sur 10, la règle des 3 douleurs, c'est-à-dire pas dépasser 3 sur 10 de douleur pendant l'effort, le soir même de la séance et le Ok. lendemain même. Voilà. Et Ok. si tu n'as pas dépassé ces 3 sur 10 de douleur, c'est-à-dire que le volume, donc le nombre de séries ou de reps ou la charge, était adapté. Le cas échéant, ça veut dire que bah, la séance a été un petit peu trop violente, donc on va ajuster l'amplitude, etc., etc. Hmm. Ok. Mais je vois, enfin, cette échelle de 3 sur 10, j'avais déjà entendu parler et des fois, enfin, de manière inconsciente, quand tu l'entends beaucoup, je sais pas, moi, je la mets un peu en place moi-même, tu vois. J'essaie de me dire, Carrément. ok, là, enfin, une petite douleur. Après, je considère pas trop ça comme une douleur, mais plutôt une tension, selon les cas. Et j'essaye d'évaluer si c'est fort ou pas, pour voir, tu vois, si je continue même la séance ou l'exercice et tout. Et justement, par rapport à ces outils-là aussi, ce que je voulais te demander, c'est quels sont, en fait, lors d'une réathlétisation, les principaux objectifs que tu as durant le processus, même si je pense que ça varie selon le sportif, mais de manière globale, est-ce qu'il y a des objectifs vraiment principaux à atteindre? Ouais, que je retrouve quasiment à chaque fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, de manière globale, où à la plupart des sportifs, en fait, il y a toujours des objectifs qui reviennent assez souvent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont ces objectifs? Par rapport à la blessure, bah, généralement, c'est souvent euh, perte de mobilité, perte de force, puisque la mobilité comprend la force en fait Ouais. à l'intérieur, une diminution de la douleur. Voilà. Alors, je tiens vraiment à préciser là-dessus, parce que diminuer la douleur, les gens disent mais t'es qui? T'es médecin en fait? Pas du tout. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour comprendre un petit peu, quand tu es blessé, euh, souvent, mais pas forcément, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut être blessé sans avoir mal et on peut avoir mal sans être blessé, bref. Mais Ouais. bien souvent, on a une blessure, le corps met en place la douleur, justement, comme signal d'alarme et va restreindre l'amplitude de mouvement pour te protéger. Un peu Hmm. à l'image d'un vigile qui est en boîte de nuit qui refuse des gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, ouais. d'une bonne réhabilitation, d'une bonne réathlétisation, pardon, c'est de faire copain-copain avec le vigile pour qu'en gros, ils te disent, c'est bon, mon pote, tu peux tolérer plus d'amplitude. Et là, il va lever la douleur petit à petit. Voilà un Ouais, peu ok.
les objectifs. OK, donc l'objectif, c'est vraiment on va dire de regagner progressivement une marge Ouais, d'amplitude de mouvement, en quelque sorte et pour qu'après il y ait, gain, enfin, du moins qu'on récupère les qualités athlétiques qui étaient perdues et complètement. qu'après, il puisse y avoir, reprise, on va dire, de l'entraînement, tu vois? Parce que, par exemple, je pense que enfin, évidemment, il y a des sports où c'est plus individuel, du coup, il y a pas trop ce côté-là, comme par exemple musculation et autres. Mais il y a aussi des sports où, tu vois, j'en sais rien, je dis des exemples, mais par exemple, le foot, le hand et cetera, où en fait, le gars, il peut plus aller à l'entraînement, mais il attend de retourner sur le terrain, tu vois? Du coup, Complètement. tu as peut-être aussi, parfois, je sais pas trop, si tu as des cas, ou des exemples à donner, mais tu vois, des sportifs que tu as accompagnés où il y a un petit peu un aspect de contrainte, parfois, de temps, en mode, oui, ça serait bien si dans, par exemple, 3 mois, je retourne sur le terrain. Est-ce que, des fois, tu as juste d'une manière spécifique, ta façon de procéder s'il y a vraiment une deadline ou pas trop, ça revient au même? Ça dépend s'il y a compétition ou pas, j'ai envie de te dire. Ouais, Ça OK. dépend s'il y a compétition ou pas. Après, cette question, elle est très pertinente parce que, comment dire? En réathlétisation, je vais y arriver. On est confronté en tant que coach à 2 profils. Heu, c'est la même chose, je pense, toi qui accompagnes, des sportifs aussi peut-être et des Ouais. personnes pour perdre du poids. Tu as la personne qui est là en mode: «Oh là là, c'est terrible, que vais-je faire pour y arriver? J'y arriverai jamais, nanana» et tu as l'autre qui est là en mode: en une semaine, je vais perdre 10 kilogrammes». Tu vois? Tu Oui, un peu oui, je vois ce que tu veux dire. j'abuse, Mmh. mais dans la réathlétisation, c'est pareil. Tu as un peu le mec qui est là: «Oh là là, terrible, je pourrai jamais reprendre le sport» et c'est là où en tant que réathlétiseur, tu es là à le rassurer, lui parler un peu de ton travail, ce que ça va lui apporter et cetera et cetera Ouais. et tu as un peu, le staff, excusez-moi de la métaphore, mais le staff un peu, tête la première, si je reprends dans 3 semaines, un peu mal, mais c'est pas grave, je vais faire mon arraché, à la barre, il y a pas de problème et lui, Mmh. par contre, il va falloir lui dire: «Mon coco, tu y es pas encore, calme-toi», et voilà. Après, c'est du Ouais. coaching. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ça m'étonne pas et justement, tu as parlé un petit peu, enfin, tu as abordé juste parce que tu as parlé, on va dire, de moi, mais de la nutrition et je voulais aussi poser une question. Est-ce que, tu saurais dire si la nutrition, selon toi, elle joue un rôle dans le processus de réathlétisation? Hem Et est-ce que, par exemple, même si évidemment c'est pas ton boulot, est-ce que parfois tu donnes quand même des conseils globaux sur la nutrition, pour les sportifs que tu accompagnes lors de la réathlétisation? Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Ouais, alors, après tout dépend. Vu que je suis conseiller en nutrition, c'est vrai que je comment dire? Je conseille par rapport à ça, heu, mais, alors moi, de ce que j'en ai lu, en tout cas, je suis Ouais. pas un grand défenseur du collagène. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi je suis pas un grand défenseur du collagène, tu vois? Je vais plutôt conseiller la vitamine C. Alors après tout dépend parce que, c'est pas parce que tu en consommes énormément que tu absorbes toute la vitamine C et d'ailleurs je crois que tu as fait un podcast là-dessus. Ouais. Mais, je vais plutôt conseiller ça, l'apport en glucides que, après tout dépend de l'athlète encore une fois, il y a beaucoup une question de Mmh. contexte, hein. Ouais, Si la ouais. personne justement elle approche d'une compétition, elle est là: «Ouais, je dois descendre de KT», je vais pas enfin, bien évidemment, tu peux lui monter ses glucides en lui faisant une diminution de l'apport calorique, mais chercher à monter l'apport calorique, ça peut être intéressant. Par exemple, quand on a une blessure pour apporter plus de glucides, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, les tissus les tendons, par exemple, sont composés de ce qu'on appelle les protéoglycanes, qui est un mélange de protéines et de glucosaminoglycanes. Ouais. Bah, dedans, il y a du sucre, en fait. D'où l'importance, bah, de l'apport en glucides, de l'apport en protéines. Et c'est plutôt Mmh. des choses que je et l'apport en eau, ça peut paraître bête, mais ça on n'y pense jamais, mais l'hydratation, c'est hyper intéressant. Voilà. Ouais, Mais ouais. je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi, je t'avoue que de ce que j'ai lu dernièrement, le collagène semble un peu plus discutable, on va dire. Bah, c'est juste que le collagène, en fait, est extrêmement, tendance.
Mais d'un point de vue évidence, d'un point de vue littérature, c'est grave. Enfin, en fait, c'est très discutable parce il y a des résultats qui sont très contradictoires entre les études. Et les études qui trouvent des effets positifs, en fait, la taille d'effet est petite. Du coup, ça fait que tu peux pas dire avec certitude que le collagène marche, en fait. Genre, peut-être que ça marche un petit peu pour certaines personnes, mais sauf qu'il faut garder le un petit peu en tête. Donc, moi, pour le prix que ça coûte, je suis souvent à dire que je conseille pas forcément le collagène. Après, ça Ouais, ouais. dépend des personnes. Après, tu vois, il y a l'effet placebo aussi, en fait, c'est bête à dire, mais si tu vois, par exemple, je suis face à une personne sur Insta qui me dit je prends du collagène et je sens à travers les messages que la personne, genre, elle a son âme pour le collagène, genre en mode elle y croit à 10 000%. Je me dis, en fait, limite, si je lui, entre guillemets, je lui dis, ouais, enlève ton collagène, il y aura limite un effet de nocebo, tu vois. Donc, en fait, je me dis, bon, autant le laisser, mais si quelqu'un n'en prend pas encore et me demande, personnellement, je suis plutôt du style à dire, à essayer de comprendre le reste, en fait, et de me dire, il y a moins que tu fasses 100, tu vois, globalement. Ouais, j'ai totalement la même approche avec toi. C'est pour ça que tu vois, par exemple, en réathlétisation, je sais pas si tu as déjà vu certains posts qui disent, et moi-même, hein, je le reconnais, j'ai dit ces choses-là, mais d'où l'importance de se remettre en question aussi. Je Ouais. disais, non, mais ça sert à rien. L'application de glace, ça sert à rien. Ouais, peut-être, mais enfin, si ça te fait du bien, pourquoi l'enlever? Tu vois? Ouais, c'est ça, Et, c'est ça. et maintenant, ouais, je me suis remis en question là-dessus et dire, mais ouais, si un mec, ça lui fait du bien, pourquoi tu vas lui enlever, en fait? Tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, Et, l'effet placebo, c'est grave intéressant, genre. Du ouais, coup, complètement. enfin, je sais que j'avais voulu lire carrément un livre sur le placebo. Je crois que au final, j'avais pas eu le temps. Mais genre vraiment un livre de 200 pages qui était que sur l'effet placebo et nocebo, tu vois. En vrai, il faudrait peut-être que je le relise. Mais enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet très très intéressant. Ah, Et, complètement. et justement, parce que quand tu as énoncé les deux profils tout à l'heure des deux sportifs, enfin, des deux profils principaux que tu as de sportifs, le premier profil, tu vois, c'est plutôt des personnes qui ont peur. Ouais. Parce qu'ils sont blessés, ils ont peur à la fois de pas reprendre, ils ont peut-être peur aussi de se reblesser après, voire carrément pendant le processus de réathlétisation de se reblesser encore pire, tu vois. Mhm. Euh, et justement, comment est-ce que t'aides ces athlètes-là à surmonter la peur de se reblesser en fait quand ils vont pouvoir reprendre l'entraînement? Comment est-ce que tu les aides à surmonter ça? Est-ce que tu as un accompagnement particulier, des choses que tu mets en place ou pas? Ça va faire très vantard ce que je vais dire, mais en fait, vu que j'ai totalement confiance en ce que je propose et que Ouais, ça, c'est mon côté un peu pédagogue qui fait ça sans vouloir me vanter, où je vais expliquer vraiment, sans saouler la personne, bien sûr, sauf si ça l'intéresse, et là, je rentre plus dans les détails, mais lui expliquer le pourquoi du comment je mets telle ou telle chose en place. Comme ouais. j'expliquais tout à l'heure, en quoi ça va avoir un effet bénéfique sur la réduction de la douleur. Et donc, si le seuil de douleur est levé, on va pouvoir tolérer un peu plus d'amplitude, etc., etc. Hmm. J'ai vraiment un côté, en tout cas, des personnes que j'ai eues en accompagnement, ce qui ressort souvent de leur part, ils me disaient: «Tu rassures beaucoup par rapport à ça», et c'est vrai que, bah, quand une personne, par exemple, je sais pas, se grattait le genou, ça lui faisait mal au coude et que là, elle est capable de faire, des biceps curls à l'échec, tu vois? Il y a un gain de confiance, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, tu vois, on parlait de l'effet placebo tout à l'heure, le mental, il est ultra important. Parce que Hmm. ça je n'ai pas parlé, mais la douleur, on parle notamment dans certaines écoles de kiné de modèle biopsychosocial. C'est-à-dire que la douleur, elle n'est pas que biologique, en fait. Elle est biologique, bien évidemment, mais elle est également, liée à des facteurs de stress, de sommeil, de psychologique. On parlait de l'effet placebo, mais il existe l'effet inverse qui est l'effet nocebo. Ouais. L'exemple très concret, qui va paraître mieux: «Ne soulève pas ce carton de rond, tu vas te blesser». Si tu y crois tellement fort, bah, effectivement, tu vas te blesser. Ça peut Ouais, paraître non, bête, non, non, et non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, tout ce qui est cerveau, de manière globale, genre la neuroscience, la psycho et tout, je suis fan. Genre. Je me dis, mais c'est tellement puissant comme truc, genre. ouais. Et un truc que moi, que j'aime bien dire, c'est... Bon, c'est pas exactement lié à ça, mais on pourrait quand même faire des liens. C'est que si ta santé mentale ne va pas,
et du coup, ça vient aussi avec parfois des croyances qui sont destructrices, pardon. C'est ta santé physique ne suivra pas non plus, alors que le cas inverse peut être possible. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne santé mentale, mais pas être très bien physiquement. Mais par contre, tu peux pas, enfin, selon moi, tu peux être difficilement bien physiquement et être vraiment bien mentalement, tu vois. Enfin, je trouve que le mental est quand même supérieur, tu vois, parce que c'est ce qui dirige tout en quelque sorte. Complètement. Et tu vois, là, je sors un peu du cadre sportif, mais je pense que ceux qui nous écoutent vont comprendre ce à quoi je fais référence. Moi, par exemple, j'ai débuté la musculation, comme beaucoup, par rapport à un mal-être physique. OK? Ouais, Et à force de prendre du muscle, on en veut toujours plus. Et on se rend compte qu'en fait, on a encore, alors peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, et dont moi je le reconnais, malgré le fait d'avoir pris du muscle, tu sens qu'il y a un truc que tu n'as pas résolu en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui n'a mmh, pas comblé le manque de confiance en toi. Et quand tu ouais, travailles sur ton mindset, sur ces choses-là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas le physique qui t'aurait apporté ce petit truc. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? ouais, carrément. Non, mais c'est Et c'est la réalité, tu vois? C'est la réalité et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes suivis de réhabilitation. C'est-à-dire que le but pour répondre aussi à une de tes premières questions de l'épisode, c'est ouais, que le but d'une réathlétisation, comprenez bien, c'est que, bon, pour schématiser, vulgariser un maximum, avant blessure, ton coude était capable d'encaisser 6 sur 10 de contrainte. Tu t'es blessé. OK, ouais, Maintenant que tu es blessé, il est capable d'encaisser 4 sur 10. L'objectif d'une bonne réathlétisation, c'est non seulement de retourner à 6, mais d'aller aussi à 8 sur 10, de manière à ce que qu'il en faut plus pour que ton coude se répète, en fait. ouais, ouais, je vois. Et quand tu vois, quand tu as cette pédagogie-là, quand tu expliques ça à ton client, à la personne que tu accompagnes, généralement, bah, elle est rassurée, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, parce qu'il y a aussi le côté, tu vois, que tu as plus de marge qu'avant. Complètement. Donc, C'est totalement. ouais. Puis tu vois, je parlais de l'isométrie tout à l'heure, qui est un régime de contraction, on va dire j'aime pas utiliser ce mot, mais pour que tout le monde le comprenne, traumatisant, tu vois. Parce que, Ouais. bah, comment dire, ton muscle ne s'allonge pas, ne se contracte pas, il reste à la même longueur. Un peu comme quand tu fais Mmh. du gainage, en fait, c'est de l'isométrie, littéralement. Eh Ouais. bien, on peut porter de grosses charges en isométrie. Alors, encore une fois, si la douleur le permet, si toutes ces choses-là, encore une fois. Mais, par exemple, il y a des personnes, tu leur fais faire, je sais pas, de l'isométrie sur un deadlift. Mmh. Tu commences à des racks, tu étais sur un rack, tu sors la barre du rack et tu maintiens. La personne va se dire, hey, et ben, plus lourd que quand je décolle la barre. Donc, tu vois, le mental, il va être content. Il va être content, tu vois. Et c'est Ouais, ces je vois. choses-là, c'est pourquoi moi, j'adore mettre de l'isométrie, tu vois, dans mes programmes, OK. parce que pour l'effet analgésique, comme j'en parlais, mais Ouais. pour l'effet aussi mental, le côté challenge, le côté je mets de la charge, tu vois. Mmh. Non, 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 mais ça me parle, tout ce que tu dis là, c'est intéressant. Et justement, tu parlais un petit peu d'exercices, tu as donné des exemples d'exercices, mais est-ce que, alors bien sûr, il y a tout le temps des blessures différentes, des contextes différents, mais est-ce que selon toi, il y a quand même des techniques ou alors des exercices lors de ton processus de réhabilitation avec tes athlètes ou tes sportifs qui reviennent régulièrement, que tu utilises souvent? Est-ce que tu en as deux trois par exemple à donner ou pas? Oui, bien sûr, bah, l'isométrie. Ouais, Celui-là, vraiment, c'est vraiment mon chouchou, il est hyper intéressant. Parce j'aime bien utiliser ce qu'on appelle des lift-off, c'est-à-dire, bah, quel exemple je pourrais donner? Tu as du mal tu une douleur quand tu lèves le bras, par exemple. OK. Je vais vraiment être très réducteur, exprès pour l'exemple, hein, mais Ouais, tu as du mal ouais. à lever le bras, heu et ben, en position allongée sur le sol, à plat ventre, tu vas mettre ton bras, sans que ça te fasse mal, bien sûr, sur ton lit, par exemple. Donc du coup, tu as OK. le bras levé, mais à moindre amplitude et Ouais. là, tu vas chercher donc tu vas, par exemple, alors tu as plusieurs, soit tu fais un lift-off, où tu vas chercher, à lever le bras, du lit, tu vois? Avec force, donc tu peux le faire avec OK. un poids ou quoi, encore une fois, la douleur te le permet. Ou tu peux faire, un lift-off un peu différent, c'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le terme technique pour perdre les gens, mais dans la pratique, ce qu'on peut mettre en place, c'est encore une fois, je reprends l'exemple du lit. Avant de lever le bras du lit, j'enfonçais très fort le bras dans le lit
comme si je voulais l'écraser très, 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 très fort et après je décolle. OK, ouais. C'est un peu des mécanismes comme ça. J'adore travailler comme ça. J'aime bien utiliser après ça dépend, je n'utilise pas tout le temps, mais assez régulièrement aussi l'excentrique et j'aime bien utiliser ça. Voilà. OK. Donc plutôt lift-off, excentrique et isométrique globalement. Ouais, 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 de manière générale. Et du coup, il y a pas vraiment d'exercices qui reviennent souvent parce qu'en fait, techniquement, c'est les 3 principes que tu as cités. En fait, tu les appliques à des exercices en fonction de ce qu'a la personne. Exactement. Donc c'est pour ça que je suis désolé pour ceux qui attendaient peut-être des exercices magiques ou quoi, je suis désolé. En fait, il faut comprendre une chose, en réathlétisation, il y a pas d'exercice magique. Ouais. Il y a, là où pour l'hypertrophie, ça va être un peu différent par rapport à ta morpho-anatomie, tout ça. Il y a des exercices Mmh. qui vont sortir un peu plus du lot par rapport à comment tu es fichu. En réathlétisation, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, dans le sens où ton corps se fiche littéralement, de l'exo que tu fais. Lui, ce qu'il comprend, c'est la force que tu lui envoies, à quelle amplitude, à quelle intensité, pendant combien de temps, et cetera. Surtout ces facteurs-là, en fait, Ouais. que ton corps retient. C'est pour ça que moi, dans ma logique, je pense pas exercice, je pense en principe, je pense en fonction articulaire. OK, tu Mmh. as mal au coude, le coude, il permet quoi? L'extension du coude, il permet aussi le fait de tourner le poignet, OK? De faire ce qu'on appelle une supination, il permet Ouais. la pronation, ces mouvements-là, OK. Il permet aussi, comme je l'expliquais, l'extension des doigts, des mouvements au niveau du poignet, et cetera. C'est ça, moi, que je vois dans l'ensemble, tu vois? OK, Mmh. comment tu bouges sur ces fonctions articulaires-là? Quelles sont, dans les fonctions que j'ai citées, ceux qui te font mal? OK, on va bosser dessus. Voilà pour ça. OK. Désolé, hein, je suis malade. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis et il y a aussi un point que je voulais revenir. Tout à l'heure, tu vois, tu as parlé de compétition ou dans le cas où la personne a une compétition, ça se discute plus la question de timing et est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous en dire enfin ça, c'est plutôt par rapport à ton expérience personnelle, mais de manière générale, alors je sais que ça dépend encore beaucoup, mais c'est pour voilà, avoir quand même, certaines données. Combien de temps dure généralement une période de réathlétisation? Et également, parce que du coup, c'est vraiment lié à la question, mais est-ce qu'il y a, on va dire, des facteurs ou des indicateurs qui t'aident à déterminer si la personne, on va dire, est prête à revenir sur le terrain, tu vois? Ou alors prête à repartir en compétition, de manière générale? Ah, le début de ma réponse va pas te plaire, mais enfin, c'est vrai que c'est tellement dur à déterminer une période. Après, je vais nuancer, hein, mais il y a des enfin, comment dire? Dans certaines études, on te dit, voilà, pour, une capsulite, c'est tant de temps, pour, voilà. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Tout dépend, encore une fois, d'où part la personne. Là, effectivement, si de base, tu as une mobilité pourrie aux épaules et que tu es blessé aux épaules, là, on risque de mettre un peu plus de temps, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Heu Voilà, ça dépend de ça. Mais de manière générale, là où avec mon œil de coach, on va dire, j'arrive à déterminer, si la personne, en aura pour, 2 ou 3 mois ou pas, c'est, à partir du moment où je vois une amélioration significative de la douleur et de la fonction. OK. Je m'explique. Il y a un client, que j'ai en tête, tennis elbow plus, blessé aux 2 épaules. OK. Il pouvait, le mec sans emploi, 30 ans et tout, il pouvait même pas, décoller le bras de sa cuisse le long du corps, tellement ça lui faisait mal à l'épaule, en fait, tu vois? Ah ouais, OK. Saisir une fourchette, ça lui faisait très mal dans le coude, tu vois? On était à OK. ce niveau-là et en 3 semaines en Ouais. 3 semaines, il faisait déjà des demi-curls. Tu vois l'évolution de Mmh. malade. Ah oui, oui. Des demi-curls avec, de mémoire, il faisait ça avec 3 kilos. Là, je me suis dit: «OK, là, je pense qu'à la fin des 3 mois, ça ira déjà beaucoup mieux», tu vois? Mmh. Après, alors ça s'est pas passé parce qu'il y a eu des années, ça s'est pas donc au final, il a un peu prolongé, donc au lieu de 3 mois, on a eu besoin de 5. Pourquoi? Parce qu'il a eu un après ça, c'est des choses, c'est à prévoir dans le coaching aussi, tu vois?
C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, j'aime pas faire désolé, c'est pas très marketeur ce que je veux dire, hein, mais j'aime pas faire des promesses, tu vois? Mon client en Mmh. question, il a eu besoin de 5 mois. Pourquoi? Parce qu'il a eu un accident dans son van. C'est-à-dire qu'il vit dans son van, en fait, donc son van était, comment dire? Inondé et là, il a dû OK. faire des travaux de ouf. Là, tac, tac, Ah tac, ouais. le cuisse avec le poignet, tac, 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 tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, il a trop forcé, ouais. C'est Mmh. tous les jours 5 heures en plus de la réhabilitation et voilà. Et là, je lui ai dit: «Ouais, c'est normal, tu as trop forcé. On va diminuer le volume de la réhabilitation». Je pouvais pas lui dire: «Arrête de bosser dans ton van». C'était pas possible, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vois. Ça a légèrement allongé la période, on va dire. OK. Mais Non, mais c'est intéressant. c'est sur ces bases-là, on va dire que je me fie pour savoir, quand la personne sera prête ou pas. OK. Et je voulais quand même te poser, juste pour l'anecdote, si tu te souviens de chiffres, mais parce que je trouve que ça peut vraiment, faire comprendre aux auditeurs, à quel point c'est variable. Mais est-ce que tu saurais, nous dire la durée la plus courte de réhabilitation que tu as eue avec, parmi tous les sportifs que tu as eus et celle la plus longue que tu as eue? Est-ce que tu as des chiffres à donner ou pas? Parce qu'en vrai, je pense que ça peut être variable, mais tellement. Genre, juste les 2 extrêmes, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai après c'est vrai que ça j'ai pas vu énormément de cas encore, ça fait que depuis seulement un an et Ouais, demi, ouais, tu vois? ouais, forcément, forcément. Mais j'ai quand même des exemples à donner. Heu, Celui qui a mis le plus de temps, c'est vraiment, bah, celui que j'ai cité. Lui, il a eu besoin de 5 mois. Voilà. OK. Et alors qu'il était vraiment dans un sale état depuis au moins 4 ans, bref. Et la période la plus courte, c'était quoi? Ah oui, c'était une amie qui a des douleurs au genou elle pouvait pas monter des escaliers en une semaine, elle pouvait monter et descendre des escaliers. En une semaine. Ah ouais? Ah ouais, ouais. En une semaine, elle pouvait faire des presque des fentes complètes. Sur moi-même aussi, tu vois? C'est anecdotique, mais c'est un métier qui est très terrain, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, Ouais, ouais. je pense que c'est les anecdotes, ça reste quand même assez intéressant, je pense. Bah, par exemple, moi, je m'étais blessé à l'épaule, en fait. Tourner le volant de ma voiture, j'avais des pincements de ouf dans l'épaule. Ça me faisait hyper mal, mais vraiment hyper, hyper mal. Genre, 7 sur 10 de douleur. OK. Et vu que je suis un peu, tu vois, tout de suite, comme je te disais, dès que j'ai mal, je pousse, réhabilitation directe. En 3 jours, bah, j'avais repris mon développé militaire et j'avais battu mes anciens records, sans douleur, sans rien. OK, ouais, non, 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 ça, c'est intéressant. Mais tu vois, en fait, je t'ai juste posé la question parce que je trouve ça intéressant de se dire qu'en selon le profil, en fait, ça peut être aussi bien quelques jours et jusqu'à C'est ça. plusieurs mois, tu vois? C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et alors ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que, comment dire? S'il y a vraiment une dégradation du tissu conjonctif, Ouais, moi, je remarque que c'est dans ce cas de figure-là où ça va durer un peu plus longtemps. Tu vois, dans le cadre de mon client, il s'appelle Pierre, on va l'appeler Pierre, parce que comme ça parle de lui. Pierre, lui, il avait vraiment une dégradation structurelle, tu vois? OK. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et quand dans mon cas à moi, au niveau de l'épaule, je pense pas que j'avais une dégradation structurelle. C'est juste que, j'ai un peu forcé et tout et mon système nerveux pour me protéger, il contracte les muscles autour, de la capsule de l'épaule pour me protéger. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ouais, tu as je des vois. personnes, elles vont sentir, je sais pas, tu as des personnes, je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de «témoignage» entre guillemets, de personnes qui disent: «J'ai comme une crampe, mais c'est moins fort», mais qui dure, genre. Tu vois Mmh, ce que je oui, veux dire? oui, 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 oui. Ouais, je Et bah visualise. Enfin, je crois qu'il y a des personnes qui ont dit des trucs, du style, ouais. Déjà, j'ai c'est entendu. ça. Bah, c'est un peu l'idée. Alors, c'est pas le cas dans 100 des cas, mais dans ce type de configuration, c'est généralement, voilà, le corps va contracter les muscles autour, voilà. Un peu comme quand tu vois là, toi et moi, on discute depuis un certain temps. Ouais. Si on discute encore comme ça 3 heures, le dos hyper droit de ouf, et ben, on va sentir comme des raideurs. Tu vois ce que je veux dire? Le corps va mettre comme des petites contractions isométriques. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, non, je Et vois, je vois. voilà. Et c'est pour ça, en fait, pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as pas de mauvaise position.
tu pas d'exercice miracle. En fait, il faut savoir une chose, c'est que et ça je vais rebondir sur un truc après, c'est que le corps déteste le manque de variation du mouvement. Les Ouais. positions, tout le temps, assises par exemple, ton dos est tout le temps dans la même position tout le temps et ce même si tu as le dos droit, hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, diaboliser par exemple le dos rond ne sert à rien. Diaboliser, le fait, d'avoir on peut lire ça dans la méthode de Lavier sans vouloir cracher sur son travail, mais que, lever les bras au-dessus de la tête est un risque de blessure d'épaule. Enfin, mais Oui, bonjour le oui, oui, non, discours, mais c'est pas tout ce qui est mouvement, enfin, tu vois, moi, par exemple, moi, même quand je suis assis, je suis un vrai asticot, genre, je bouge tout le temps le dos, tu vois, enfin, je suis jamais ouais, droit tout non, le temps et tout. Mais non, non, en vrai, ça, c'est un truc qui est super important. Et la prochaine, là, c'est intéressant puisqu'on en avait discuté en off. Et la prochaine question que je voulais te poser, c'est quelles sont les grandes différences entre une réathlétisation pour un sportif et pour une personne sédentaire? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Parce que justement, en plus, là, c'est intéressant parce que tu as donné l'exemple d'une personne qui était sédentaire, donc Pierre, et évidemment, tu as accompagné d'autres sportifs. Donc, est-ce que tu aurais des grandes différences? Qu'est-ce que ça implique? bien sûr. Alors, j'ai parlé de Pierre qui est sédentaire au début, j'ai parlé d'une amie qui, pour ses genoux, elle s'appelle Magali, OK? Ok, Bisous si tu nous écoutes. En fait, elle fait du running, OK? Et ok, en running, on a beaucoup un travail de pied, ces choses-là. C'est pourquoi avec elle, par exemple, je n'ai pas travaillé que sur le genou. J'ai travaillé ouais, sur les articulations, comme j'en ai parlé, tout à l'heure. Bah, pareil avec Pierre, en fait, mais bref. Vu que Magali fait, du running, je lui ai intégré de la pliométrie, ok, chose que je ne ferais pas forcément avec un sédentaire. A après, c'est pas faux de le faire avec un sédentaire aussi, hein, parce que l'avantage de la pliométrie, c'est que tu vas améliorer la raideur du tendon. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut c'est pas bien d'être raide». Mais si, en fait, ton tendon, il doit être raide et compliant. C'est-à-dire, compliant, c'est-à-dire qu'il soit capable de restituer une certaine énergie élastique. Les ouais, muscles le font, mais les tendons aussi, à moindre mesure, mais le font aussi. Mais compliant, raide, pardon, dans le sens où ils doivent résister à la déformation. Comme un peu hmm, un ressort que tu as du mal à écraser et pouc, qui restitue l'énergie. Et bah, ton tendon, c'est pour moi on peut un peu affilier ça à un ressort, en fait, tu vois? Dans le sens, raide et compliant. Et la pliométrie, ça permet de bosser sur la raideur du dos, tu vois? ok, Et et ça permet aussi que et c'est bête, hein, mais ça permet aussi que c'est là où, en fait, faire, par exemple, un squat pour, réathlétiser une cheville, ça peut être intéressant parce qu'on va travailler en ce qu'on appelle en dorsiflexion, mais mhm, concrètement, il y a peu de vitesse et même si un sprint, tu as certes pas 200 kilos sur le dos, mais vu que tu as le facteur vitesse, on ouais, parle, par exemple, sur le tendon d'Achille de mémoire, je crois 15 fois le poids de corps par seconde, tu vois? C'est hmm, énorme et c'est une des contraintes que tu ne retrouves uniquement quand tu contrains à grande vitesse ok. et c'est Non, là mais je veux. où un sportif, je vais travailler sur ça, en fait. Le côté vitesse, tu vois? Tu as parlé, un peu tout à l'heure, très, très, très brièvement de footballeur. Un Ouais, footballeur, qu'est-ce qu'il fait? Changement d'appui, tu vois? On va travailler sur ça, sur sa capacité de la cheville à faire des appuis. Quand on fait des changements d'appui, tu vois? Par exemple, on parle de c'est beau tout à l'heure, mais il y a des préparateurs physiques, qu'est-ce que ça m'énerve d'entendre ça, qui disent: «Le genou ne doit pas rentrer vers l'intérieur». Ouais, mais si tu es footeux, tu vois? Et que tu fais des changements d'appui, à un moment donné, ton genou est obligé de faire de rentrer vers ouais, ouais, l'intérieur. ouais. Hmm. Donc pourquoi diaboliser à tout prix le fait d'avoir un genou qui rentre vers l'intérieur? Et pourquoi pas chercher à devenir plus fort dans cette position justement, tu vois? D'où l'intérêt de faire des rotations internes de genou aussi, parce que c'est une fonction du genou, Mhm. et d'où l'intérêt de travailler avec des facteurs de vitesse, c'est-à-dire de la pliométrie, des changements d'appui, et cetera. Ouais, c'est intéressant. En gros, pour récap, les grandes différences entre sédentaire et sportif, en fait, concrètement, c'est que pour le sportif, tu vas prendre en compte le sport qu'il fait, tu vas prendre en compte les contraintes que ça implique, que ce soit vitesse, au niveau des tendons, changement de direction, etc. Et après, tu vas vraiment faire ce travail-là en plus de la réhabilitation, enfin de la réathlétisation en elle-même. Voilà, donc en fait, il y a un peu plus de travail spécifique, on va dire, pour le sportif de manière globale que pour le sédentaire, généralement.
exactement. Et c'est pourquoi, en fait, en début d'épisode, je disais tout à l'heure que le réathlétiseur, Ouais. c'est un préparateur physique, Mmh. littéralement. Et OK. c'est là où on retrouve ça, justement. On retrouve ce côté préparateur physique quand tu accompagnes justement un sportif. OK. Mmh, c'est intéressant et bah, là, justement, je voulais te poser la dernière question. Alors moi, les dernières questions, c'est vraiment ma ça a toujours été comme ça, mais j'aime toujours demander un peu des top 3 en dernière question Je t'en prie. et du coup, là, la dernière question que je voulais te poser, c'était, enfin, c'est pas vraiment une question, du coup, mais c'est: est-ce que tu pourrais, donner 3 conseils à un bon, on va dire à un sportif, mais aussi à une personne sédentaire qui aimerait, enfin qui n'aimerait en fait pas se blesser et ne pas devoir faire de réathlétisation? Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'idée c'est de prévenir et pas de guérir. Mais est-ce que tu aurais vraiment, là comme ça, 3 conseils et c'est pas grave si tu les donnes pas dans un ordre hiérarchique, hein, tu donnes au hasard. Mais est-ce que, tu aurais 3 conseils à donner pour justement faire ce travail de prévention, au mieux possible? Bien sûr. Alors, j'en donnais 4. Le premier, c'est pour prêcher ma paroisse, on va dire. Faites-vous Vas-y. accompagner. C'est ça, c'est le conseil zéro, on va dire. Faites-vous accompagner, mais il est bête, hein, mais il est hyper important parce que, j'aime bien cette phrase: «Avant de penser ce que va te coûter un professionnel, pense ce que va te coûter un, entre guillemets, soit un incompétent ou le fait de ne pas passer à l'action», tu vois? Et Mmh. ça, c'est trop sous-estimé, en fait. C'est hyper important. C'est-à-dire que même si tu es sportif ou quoi que ce soit, un professionnel, lui, va avoir une logique que toi, tu auras peut-être pas pensé. Tu vois ce que je veux dire? Je donne un exemple par rapport à ça rapidement, puis je liste les Ouais, pas 3 de préalables. souci. Tu vois? Combien de gens veulent faire de la corde à sauter pour le cardio? C'est hyper intéressant la corde à sauter. Je suis boxeur, tu es boxeur, Ouais. on adore la corde à sauter, tu vois? C'est hyper intéressant. Par contre, si tu t'appelles, excusez-moi de la mais c'est vraiment pour donner un exemple pour tout le monde. Tu t'appelles Dédé, tu as jamais fait de sport, tu veux faire de la corde à sauter, bah, tu as pas l'habitude de sauter et en plus, tu vas contraindre ton talon d'Achille avec une certaine vitesse. Ouais. Fois le nombre de sauts à la minute, tu vois ce que je veux dire? Fois le nombre de minutes que tu vas faire de la corde à sauter et que tu me dis que tu vas faire ça 3 fois par semaine, Non, mais en plus, ça me bah, cause parce que c'est je de fou, en fait. je connais des personnes qui me disent: «Ouais, je vais me mettre à la corde à sauter, c'est simple, on peut faire ça à la maison, ça coûte que dalle, nin et ils me disent: «Je vais commencer par une séance de 30 minutes» et moi, je les regarde, je leur fais: «30 minutes de corde à sauter?» mais genre, vous vous rendez compte des contraintes que ça fait, genre? Mais de ouf! Mais même, je sais pas toi, hein, mais même moi, je ne fais pas 30 minutes de Ah corde non, à non, moi non sauter, hein. plus. Moi, souvent, c'est pour l'échauffement ou à la fin, tu vois? Et je travaille juste des petits sauts et tout, mais c'est genre 10 minutes, quoi, souvent. C'est ça, tu vois? Moi, j'allais te dire, si on fait le fou, c'est 5 minutes en fractionné, si on fait le Ouais, fou, ouais, ouais, tu ouais, vois? ouais. Ouais. Voilà. Mais enfin, ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est très, très bon exemple. Exactement, exactement. Donc, tu vois, c'est un exemple bête, mais qui c'est pas dans la logique de tout le monde, en fait, tu vois, ce raisonnement-là. Voilà. Mais parenthèse du conseil zéro terminée. Le conseil numéro un, intégrer des routines, on va dire, au quotidien. Que ce soit, par exemple, quand vous n'êtes pas à la salle de sport ou que ce soit la salle de sport. Je m'explique. Un peu, on voit souvent sur les réseaux le brossage des dents, des articulations. Je sais pas si tu as dû voir ça, ou en gros, Ça me dit rien comme ça, là. c'est-à-dire que, bah, voilà, tu vois, après, par exemple, ce podcast, bah, moi, par exemple, je vais faire des rotations de poignets où je vais forcer, je vais mettre de la force au niveau de mes mains et je vais faire des rotations de poignets. Je vais faire des rotations au niveau Mmh. du coude avec force. Je vais C'est un prendre peu ma des manche à racks, balai, non? mais c'est complètement ça, exactement. OK. Exactement, c'est des racks, Parce littéralement, qu'en c'est ça. gros, rack pour les personnes, parce que du coup, c'est, des en majuscule, on va dire, c'est un cycle, ça veut dire rotation articulaire contrôlée, pour le terme. Parce que c'est vrai que si on dit rack, si les gars font de la muscu, ils vont se dire: «Pourquoi ils parlent des racks, pour faire les squats?» tu vois? Donc C'est ça, exactement, très, très bien, c'est exactement ça, des racks en gros, où je vais exploiter toutes les fonctions articulaires de chaque articulation en mmh, forçant, à vide comme ça. C'est des choses OK. intéressantes, ça va permettre de sécréter du liquide synovial Ouais. qui est, un peu le WD-40, un peu l'huile graissante de nos articulations, en fait. Donc ça, sur ça, c'est très intéressant. Donc ça, par exemple, pas forcément besoin de faire le ouf, de faire des séances de rack d'une heure, hein, c'est pas très utile honnêtement. Juste tu fais ça, allez, montre en main, 2 minutes,
au moins une fois par jour, ça suffit là, enfin, Ouais, ouais, ouais. ça suffit à avoir des résultats. J'insiste bien là-dessus. Il y a des personnes, que j'ai conseillé, des amis comme ça: «Ouais, j'ai une douleur à l'épaule, ouais, tiens, fais des racks», tu vois? Parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de prendre un suivi, donc j'ai dit: «Bah, fais des racks» et ils ont Ouais. eu des résultats comme ça. Hein, Ouais, non, mais donc c'est intéressant. Et puis, tu vois, un peu le côté. Enfin, je sais pas si tu le connais, mais il y a Tom Tellier. ah, j'adore ce contenu. Et bah, il est déjà venu une fois sur le podcast. D'ailleurs, peut-être que je le réinviterai. Mais tu vois, lui, il fait tout le temps sa petite routine matinale de rack. Tout le temps. Genre, il prend 2 à 5 minutes par jour. Et il fait sa petite routine et tout. Du coup, ça me faisait penser à ça quand tu disais, ouais, 2 minutes, ça suffit et tout. Enfin, voilà. C'est D'ailleurs, il a posté un réel, très récemment là-dessus, mais ouais, super, il fait du super taf, Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais. Ouais. il fait du super taf. Donc ça, le fait de d'intégrer aussi, bah, ça peut être encore une fois sous forme de rack, hein, pendant ton échauffement, par exemple. Genre, bah, là, pour les personnes qui ne voient pas la caméra, mais l'échauffement que tout le monde fait, excusez-moi du terme, qui est flingué, qui sert à rien, c'est de joindre ses 2 mains et de tourner nos poignets comme Ouais, ça. le truc Ça ne d'EPS un peu au bouge collège pas. qu'on faisait. Littéralement, c'est ça. Ou de tenir un truc et de tourner ta hanche dans le vide, heu, en mode un peu, à l'arrache, tu vois? Ouais. Ça je dis pas ça sert à rien, c'est mieux que rien, mais franchement, voilà, faites des racks à la place. C'est beaucoup plus intéressant. Faites, des lift-off, mais Mmh. alors, très important, parce que j'ai parlé du lift-off tout à l'heure, le fait d'avoir, par exemple, le bras surélevé, on va forcer dans le lit et après on va décoller le bras du lit et tout. Ouais. C'est clair que si tu fais 5 séries de ça, avant de travailler à ton échauffement, avant de travailler, tes épaules, par exemple, sur une séance épaules, attention sur le volume que tu mets sur ça. Parce que si Mmh. tu fais un lift-off pour de vrai, et pour de vrai, hein, un vrai lift-off, c'est extrêmement dur. C'est hyper dur. Genre, tu grimaces autant, voire Ouais, presque genre, plus, j'en fais parfois, donc je vois ce que tu veux dire. tu vois? C'est un truc, c'est à la limite de la crampe, c'est très sérieux Ah ouais, et ouais, ouais. si tu fais un peu trop de volume sur ça en échauffement, comme je disais, la mobilité, il y a une composante de force dedans, donc du système nerveux. C'est pour ça, ne bossez pas de la vraie mobilité au jour de repos, c'est pas de la mobilité, hein, c'est de l'échauffement en e-sport à la limite, mais c'est pas de la mobilité. Mais Ouais, des exercices comme ça qui contraignent le système nerveux, c'est normal, il y a une composante de force. Si on met un certain volume dessus, arrivé à ta séance épaule, tu vas perdre un peu en force, tu vois? Parce que tu t'es trop donné sur les lift-off, les choses comme ça, tu c'est ça. Non, non, mais ça me parle. Ça me parle parce que ce que je fais souvent dans mes séances, c'est aussi des Pales Race, tu vois. Donc, pas ouais, forcément que des lift-off. En fait, les lift-off, souvent, je les fais si j'ai un peu moins de temps, parce que les Pales Race, c'est plus long, vu que tu vois, tu dois attendre de faire l'étirement pour après contraction, etc. Mais tu vois, les Pales Race, c'est un peu pareil, genre en mode. Enfin, c'est limite une crampe, tu vois. Enfin, genre, je fais une de ces têtes. Et, et, euh, et du coup, souvent, tu vois, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que si je fais un pace rate dans ma séance, en fait, souvent, je le fais avec des temps de repos, mais en fait, je le fais en fait, je tourne avec un autre exo qui ne vise pas les mêmes muscles, tu vois. ouais, ouais, carrément, tu peux aussi, hein. Ouais. Il y a pas de science exacte, hein, par rapport à ça, hein. Ouais, c'est vrai. Le but, c'est vraiment de chercher à faire quelque chose d'intéressant qui te permet de gagner en amplitude en forçant et en forçant, force max. Donc, Ouais, je vois. ça. Bah, tu vois, tu me parlais tout à l'heure des choses que j'implémente régulièrement. Le Pales Rides en fait partie dans mes suivis, tu vois? Les Ouais, ouais, stuff, ouais. des choses comme ça, les racks, l'isométrie, l'excentrique, c'est des choses que j'utilise très souvent. Ok. Donc, du coup, ce premier conseil, si tu pourrais un peu le résumer globalement, c'est. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup détaillé, mais pour résumer un petit Ouais. peu le premier conseil. Bien sûr, alors pour le premier conseil, brossage des dents articulaires, en gros. Ok, Faites ouais, des rotations articulaires en forçant un petit peu, voilà 2 minutes, 1 fois par jour, ça suffit largement, pas besoin d'être à la salle de sport pour faire ça. Heu, ok, déjà, un truc d'intéressant à mettre en place. 2 yeux.
Bah, ce même concept intégré dans votre réchauffement articulaire, par exemple, avant de faire ta montée en gamme, au niveau Ouais. de tes charges, heu et ou des Pell's Raise, des choses comme ça, par exemple, que moi je fais aussi, dans mes séances, avant de faire ma montée en gamme. Donc OK. voilà, le Pell's Raise, c'est le niveau au-dessus des racks, hein. Moi, je suis Ouais. là-dessus Ouais, ouais, et tu forces à en crever, quoi. C'est clairement. difficile. Voilà. Donc ça pour les 2 conseils. Le troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, faites des sessions d'isométrie. C'est je te dis l'isométrie, j'en parle tout le temps, mais c'est tellement intéressant. Typiquement, tu vois, moi, il y a un moment, je m'étais blessé au niveau du genou, tu vois? Je Mmh. m'étais blessé au niveau du genou et ça peut paraître bête, mais j'ai dans ma salle de bain, en fait, j'ai une commode où, en fait, c'est très fixé dans le sol, tu vois? Donc OK. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un genre de leg curl debout, où j'avais mon pied qui était bloqué sous la commode et Ah ouais, et tu forçais. exactement. Ça, c'est de Mmh. l'isométrie overcoming, donc bref. En gros, tu pousses contre le support. Tu peux forcer de toutes tes forces, tu sais que c'est stable, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est des choses intéressantes à mettre en place dans ton quotidien, par exemple. Ouais, et au final, ça me fait un peu penser au pale race, tu vois? Quand tu es à la phase où tu forces à fond, par exemple, contre le sol avec la jambe, bah, le Complètement. sol va pas bouger, tu vois? Mais toi, tu es en train de douiller, quoi. C'est ça, dans le Pell's Race, il y a une partie isométrique, overcoming, hein, généralement. Ouais, ouais. OK. Mmh. Donc, pour résumer les 3, ça serait donc premier brossage d'articulation. Ouais. Deuxième, comment tu pourrais, le monter en gamme? Heu mobilité plus plus, Pell's OK. Race, voilà. Mais en fait, le premier conseil, c'est plutôt en dehors de la séance et le deuxième, c'est plutôt au Dans début de la la séance. Ouais, c'est ça, OK. exactement. Au début de la séance, avant de faire sa montée en gamme, et passer aux choses sérieuses. Voilà. Et troisième conseil, ça serait plutôt de privilégier un petit peu d'isométrie. Comment tu le dirais, pour le résumer? Ouais, c'est ça, se servir de son entourage pour, des objets du quotidien, pour forcer. OK. Voilà. Mais tu as besoin de vraiment de pas grand-chose, hein, par exemple, mon client Pierre, allez, je donne un tips. Voilà, ça c'est bien. Si tu as mal au coude, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de t'allonger à plat ventre sur le sol, d'avoir alors le coude plus ou moins rapproché de ton buste en fonction de ta douleur. Si c'est, l'option plus plus, c'est rapproché du buste, l'option, moins, c'est d'avoir éloigné du corps. Bref, OK. éloigné vers pas sur le côté. Donc Mmh. bien que tu puisses le faire sur le côté. Heu et tu cherches à pousser ta main dans le sol. Tu sais à pousser comme si tu faisais un triceps pushdown dans ton sol, en fait. Ouais, ouais, je vois. Alors, il bougera pas, c'est le sol, tu es pas Hulk, tu vas pas pousser le sol, mais le truc, c'est que là, tu as travaillé une isométrie. Tu vois, là, tu as clairement un exercice que tu peux faire, dans les toilettes, au travail, enfin, voilà, tu peux faire littéralement Ouais, partout. ouais, carrément, il te faut juste un sol et tu t'allonges, quoi. C'est ça. OK. Bah, écoute, bah, top pour les conseils, merci beaucoup et merci beaucoup parce qu'on en arrive à la fin de cet épisode. Du coup, Bah, génial, j'ai adoré. bah, écoute, moi aussi. Merci beaucoup, Diane, pour avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes les questions. Et d'ailleurs, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la description. On peut te retrouver où exactement, à part Instagram? Est-ce que tu as d'autres plateformes? Bien sûr, ouais, j'ai une chaîne de podcast aussi, faudrait que je t'invite d'ailleurs. Ouais, ouais, Qui avec s'appelle, plaisir. Santé Évolution, comme Ok, excusez-moi, comme mon Instagram en fait, Santé ok. Évolution. Ouh là, faut pas que je me rate dans le fin de Santé Évolution, de toute façon, contactez-moi sur Insta, vous avez le lien de ma chaîne de podcast, en bio, voilà. Ok, bah nickel. Bah, je mettrai ton Insta et je mettrai aussi ton podcast dans la description. Et bah, merci encore en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir été présent aujourd'hui malgré la maladie. Et ouais, bah, on se dit à la prochaine. Allez, ciao! Ciao mec, merci.